Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion de barycentre. Ok, donc on a déjà commencé avec cette notion, on était dans la fonction vectorielle, ok, de Leibniz, mais nous avons pris une pause juste pour étudier l'espace vectoriel euclidien. Ok, c'est dans l'espace vectoriel euclidien qu'on peut faire des calculs sur la norme. Ok, donc cet espace vectoriel euclidien nous emmène directement à l'espace affine euclidien où l'on va avoir des distances, des carrés scalaires. Ok, maintenant, donc ce que nous allons voir dans le cours d'aujourd'hui, c'est la fonction scalaire de Leibniz. Ok, donc avec la fonction scalaire de Leibniz, eh bien, nous aurons à effectuer des calculs, ok, sur la norme euclidienne ou encore sur la distance euclidienne. C'est pourquoi nous avons pris le soin dans les cours précédents d'étudier l'espace vectoriel euclidien. Et nous avons du même coup voir l'espace affine euclidien. Voici quelques petites notes. Espace affine euclidien. Un espace affine epsilon est dit euclidien ou métrique si l'espace vectoriel auquel il est associé est un espace vectoriel euclidien. Ok? Donc c'est cet espace que nous allons voir. Donc c'est l'espace affine euclidien. Ok? Donc c'est dans cet espace-là qu'on va pouvoir calculer des produits scalaires et qu'on va pouvoir effectuer des normes ou calculer les modules de certains vecteurs. Ok, maintenant il y a la distance euclidienne. La distance euclidienne, c'est l'application de epsilon quoi epsilon. Donc cela veut dire on va effectuer l'opération de deux éléments de epsilon, qui est l'espace affine, dans R+. Ok, donc c'est une application de epsilon quoi epsilon vers R+, ou encore de epsilon carré vers R+, qui est associé à tout bipoint AB de epsilon quoi epsilon, le réel module de AB. Ok, donc ça donne, c'est pourquoi on dit R+, le module du vecteur AB peut donner 0 si le vecteur AB est nul, au cas que les points A et B sont confondus, et ça donne dans tous les autres cas un nombre strictement positif. C'est pourquoi le résultat de la distance euclidienne, ok, c'est toujours un nombre réel positif. Ok. Maintenant, voici la façon dont on définit la distance euclidienne. C'est D, epsilon quoi epsilon vers R+. AB, donc A est dans epsilon, B est dans epsilon. C'est pourquoi le couple AB est dans epsilon quoi epsilon. Et bien ça correspond à la distance AB qui donne le module du vecteur AB. Ok? Maintenant, voici quelques propriétés là-dessus. Quels que soient deux points A et B que l'on prend dans epsilon, eh bien AB carré donne module de AB au carré. Ok, donc lorsque vous résolvez un exercice, vous trouvez vecteur AB au carré, eh bien c'est l'équivalent du module de vecteur AB au carré. Et ensuite, si on a pour tout réel lambda, pour tout point AB de epsilon, le module de lambda AB, ça donne valeur absolue de lambda par module de AB. Ok, donc ce sont ces propriétés-là que nous apprenons sur l'espace affine euclidien. Donc on a déjà vu des propriétés semblables sur l'espace vectoriel euclidien, mais ici on a des vecteurs, c'est par la combinaison de deux points de l'espace affine. Ok, donc maintenant avec la propriété module du vecteur, produit scalaire de le vecteur, eh bien on a sans doute l'espace affine euclidien. Ok, maintenant, sans perdre de temps, c'était l'objectif principal, c'était voir la fonction scalaire de Leibniz. Eh bien, nous allons voir la fonction scalaire de Leibniz. Ok, voici quelques petites notes. On peut dire fonction numérique ou scalaire. Ok, on dit fonction numérique parce que ça donne un réel, ou scalaire, ça donne un réel de Leibniz. Si pour la fonction vectorielle, le résultat était un vecteur, et bien pour la fonction scalaire, le résultat c'est un réel. Ok? Fonction numérique ou scalaire de Leibniz.
soit epsilon un espace affine associé à un espace vectoriel E. Et A1 alpha 1, A2 alpha 2, jusqu'à AN alpha N. Un système de points pondérés. Maintenant, parler de la fonction numérique ou scalaire de Leibniz relative à ce système de points pondérés que nous venons de voir ici au tableau. Voici le système de points pondérés. Donc, on appelle fonction numérique ou scalaire de Leibniz relative à ce système de points pondérés l'application f définie par f de epsilon vers r, m tend vers f de m égale à sommation de alpha i ma i carré i allant de 1 à n. Donc, vous voyez que la fonction scalaire de Leibniz, c'est de r et epsilon vers r. C'est de epsilon parce qu'on va toujours prendre l'image d'un point, ok? Un point m par exemple. On va prendre l'image d'un point, et bien c'est dans epsilon, ok? Mais maintenant, le résultat donne toujours un réel. Ça pourrait être un réel soit positif, négatif, ok? C'est-à-dire strictement positif, strictement négatif ou nul, ok? Donc le résultat donne toujours un réel. Ok, c'est f de m, c'est sommation de alpha i ma i carré i allant de 1 à n. Ou en détail, on pourrait dire f de m donne alpha 1 ma 1 carré plus alpha 2 ma 2 carré jusqu'à plus alpha n ma n carré. Ok, maintenant ça c'est pour la fonction numérique ou scalaire de Leibniz. Donc, comme pour la fonction vectorielle, eh bien nous avons quelques propriétés à maîtriser également sur la fonction numérique, ok, ou scalaire de Leibniz. Ok, donc ce que nous allons voir, premièrement, lorsque dans la fonction numérique ou scalaire de Leibniz, on fait la somme des alpha i, ça donne 0, eh bien, on doit fixer l'un des points, ok. Donc par exemple, si on a ma1 carré, ma2 carré jusqu'à man carré, eh bien, parmi tous ces points-là, si je fixe A1, eh bien, je vais intégrer A1 dans les autres, ok? Donc, je fixe A1, alors je fais intégrer le point A1 dans les autres carrés scalaires, ok? C'est de cette façon-là qu'on peut calculer un ensemble de points dans la fonction scalaire de Leibniz lorsque la somme des alpha i donne 0, ok? Maintenant, donc, comme on dit dans la note, si alpha i, si la somme de alpha i allant de 1 à n donne 0, alors on fixe l'un des points, puis on détermine l'ensemble des points m. Maintenant, le cas qui est le plus ordinaire, c'est lorsque la somme des alpha i est différente de 0. Eh bien, on dit alors qu'il existe un point G qui est le barycentre du système de points pondérés, parce que c'est ce même alpha i qu'on va avoir pour le système de points pondérés A1 alpha 1, A2 alpha 2, AN alpha n. Eh bien, si les alpha i ici, la somme des alpha i donne un nombre non nul, eh bien, le système des points pondérés A1 alpha 1, A2 alpha 2 jusqu'à AN alpha n va admettre un barycentre que l'on note G. Eh bien, comment va-t-on faire ça? On écrit f de m égale à sommation de alpha i mg carré i allant de 1 à n plus f de g. Maintenant, f de g, puisque f de n c'était sommation de alpha i ma i carré i allant de 1 à n, eh bien f de g c'est remplacer tous les m par g. Ok? Donc, lorsque nous aurons à appliquer la fonction scalaire de Leibniz dans un exercice qui possède cette propriété, c'est ce que nous aurons à faire, ok? Maintenant, pour la troisième partie, ok? D'autres propriétés sur la fonction scalaire de Leibniz. Ok, donc, si on est dans le plan affine euclidien, et lorsque G est le barycentre du système A1 alpha 1 jusqu'à AN alpha n, eh bien, si en calculant l'ensemble des points M, on obtient mg carré égale à A, où A représente un réel. Ok? Maintenant, on nous dit que l'ensemble des points M du plan pourrait être un cercle de centre G et de rayon R égale à racine carrée de A si A est supérieur à 0. Ça pourrait être l'ensemble vide si A est inférieur à 0, parce que
normalement, mg carré, c'est un carré scalaire. Le carré scalaire, on a vu que le carré scalaire donne toujours, c'est toujours une application de l'espace vectoriel euclidien vers R+. Et bien, par conséquent, si le carré scalaire c'est toujours R+ que le résultat donne, et bien lorsque le résultat qui donne A est un nombre strictement négatif, et bien ce sera impossible. Parce que le résultat R+, et bien dans R+, on ne peut pas avoir un nombre strictement négatif. Et bien dans ce cas, on dit que l'ensemble est vide. Ok? Lorsque mg carré donne A, et A est strictement négatif, et bien l'ensemble des points M est vide. Maintenant, l'ensemble des points M du plan, tel que mg carré égale à A, est réduit au point G si A est égal à 0. Ok? Réduit au point G lorsque A est égal à 0. Donc, si on calcule mg carré et l'on trouve 0 pour résultat, cela veut dire que le point M est égal au point G. Ok? Donc, c'est dans ce contexte qu'on dit que l'ensemble des points M est réduit au point G. Ok? Lorsque A est égal à 0. Nous avons d'autres propriétés à voir. Il y a d'autres propriétés, par exemple, lorsque l'ensemble des points M de l'espace euclidien tel que MA.AI donne lambda. Si on fait le produit scalaire de deux vecteurs, mais où M, c'est un point c'est un point avec deux coordonnées variables. Donc, ce n'est pas un point fixe. Okay? C'est un point qui varie suivant ses coordonnées. Par exemple, si c'est dans le plan, on va avoir M de coordonnées x, y. Dans l'espace à 3 dimensions, on va avoir ça avec M de coordonnées x, y, z. Eh bien, pour trouver l'ensemble des points M, si on fait MA.AI, ça donne un réel lambda. Eh bien, suivant ce réel lambda, on peut dire que l'ensemble des points M, c'est la perpendiculaire au segment AI si la valeur de lambda, c'est 0. Ça pourrait être une droite affine si on est en dimension 2, ok? De façon générale. Donc, peu importe la valeur de lambda. Lorsque c'est lambda égale à 0, c'est la perpendiculaire directement. Mais d'une façon générale, peu importe la valeur de lambda, on va avoir une droite affine, ok? En dimension 2. Mais si c'est en dimension 3, on va avoir un plan affine. Maintenant, pour la cinquième et dernière propriété, l'ensemble des points M de l'espace euclidien tel que MI est égal à MJ. Ok? Lorsque MI donne MJ, eh bien l'ensemble des points M, c'est la droite médiatrice du segment IJ. Ok? Si c'est en dimension 2. Si c'est en dimension 2, c'est la droite médiatrice. Mais si c'est en dimension 3, on va avoir le plan médiateur du segment, si c'est en dimension 3. C'est le plan médiateur si c'est en dimension 3. C'est la droite médiatrice, ok, si c'est en dimension 2. Donc, lorsqu'on parle de médiatrice, c'est toujours d'un segment. C'est la droite médiatrice du segment IJ, si c'est en dimension 2. C'est le plan médiateur du segment IJ, ok, dont on parle, ok, si c'est en dimension 3. Ok, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Ok? Et de plus, aimez la vidéo, partagez-la avec vos camarades. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.